Amis du lundi hardi, bonsoir et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous de la réinformation, où il sera question ce soir du procès Le Gallou, où nous sommes tous cordialement invités pour aller mesurer en direct dans quelle mesure nous pouvons avoir confiance dans l'injustice de notre pays. A-t-on le droit de commenter une décision de justice qui engage l'avenir de notre pays? Où en serait le capitaine Dreyfus si Émile Zola n'avait pas accusé ses accusateurs? Où en serait l'imam Iqiyoussen si nous n'avions pas pu l'expulser de notre pays malgré la décision arbitraire d'un juge? Nous tenterons d'y répondre dans un instant avec le Zola de l'immigration. Justice et criminalité ensuite, avec le meurtre, là c'est sérieux, avec le meurtre atroce de la petite Louise, 11 ans, retrouvée morte assassinée dans un bois à Épinay-sur-Orge alors qu'elle revenait du collège. Aussitôt la gauche et l'extrême gauche, comme si elles avaient une petite idée de la gueule du coupable, se sont précipités sur les réseaux sociaux pour dénoncer une récupération du meurtre par l'extrême droite, ajoutez les guillemets que vous souhaitez. La réalité, c'est que blanc ou noir, personne ne nous empêchera de penser que l'assassin est une pourriture, qu'il est bon à tuer, à la fois pour l'empêcher de récidiver autant que pour faire un exemple, et aussi pour montrer l'importance que nous donnons à la vie innocente. Et là, blanc ou noir, effectivement, peu importe. En revanche, s'il est d'origine immigrée, et éventuellement en situation illégale comme ça arrive souvent, il sera évidemment logique de relier cette mort au laxisme migratoire, à l'insécurité que causent chez nous beaucoup d'immigrés qui haïssent notre culture autant que les autochtones, et les autochtones, c'est nous. Donc on a quand même le droit d'en parler. Cela dit, pas d'accusation gratuite, l'enquête est en cours, et il importe de garder confiance en la justice de notre pays, comme disaient les parents des petites filles violées en Angleterre. Monde arabe, toujours. Si, quand même. Non, oui. Nous parlerons ensuite de Gaza, à la suite des déclarations immobilières assez étonnantes de Donald Trump. On a eu l'impression que le président américain retrouvait sa casquette de promoteur, ou qu'il pensait aux affaires de son gendre, qui a repris la relève. Drôle de discours donc de Donald Trump au sujet de l'avenir de la Palestine, de son projet de faire racheter par les États-Unis la bande de Gaza, puis d'en chasser les habitants pour transformer la zone, je cite, en une magnifique riviera. Il faut avouer que c'est quand même assez original. Le tout au prétexte néanmoins irréfutable que cela fait bientôt 80 ans que ça dure et que ça échoue, et que l'histoire, dit-il, doit cesser de se répéter. Et là, peut-être qu'effectivement, il met le doigt sur quelque chose d'un peu gênant pour les gens qui le critiquent. Nettoyage par le vide, toujours. Et toujours aux États-Unis d'ailleurs, où Elon Musk a commencé le choc de simplification cher à Emmanuel Macron. Alors, est-ce que parmi vous, certains savent que Emmanuel Macron a lancé un choc de simplification en 2023 ? Mais oui. Oui. Voilà. Et qui en a vu les conséquences alors là ? Mais personne. Bah voilà. Donc, mais cette fois, méchant, comme on dit dans la blague fameuse. Les incroyables abonnements de complaisance à la presse de gauche ont été supprimés. L'Agence américaine pour le développement international, USAID pour les intimes, donc qui est une officine wokiste, après avoir été une agence d'influence américaine normale, a vu ses fonds gelés et son personnel mis à pied en attendant une vérification exhaustive des dépenses. Et pour Donald Trump, l'USAID est dirigé par une bande de fous extrémistes et nous les virons. Et ensuite, nous prendrons une décision sur l'avenir de l'organisation. Ce sont ces mots. Alors, faut-il croire la presse de gauche qui dénonce des mesures irréfléchies ou antidémocratiques ? Nos experts répondront à cette épineuse question dans un instant, tout comme ils vous diront ce qu'ils pensent de l'autorisation délivrée par l'Union européenne qui permet, à partir de ce 10 février, donc aujourd'hui, pour ceux qui nous regardent en direct, qui permet donc à l'industrie agroalimentaire de nous faire manger de la poudre de larve Tenebrio molitor, aussi appelé ver de farine. Donc on retrouvera les bestioles dans un certain nombre de produits alimentaires, je cite, comme le pain, les pâtes, les gâteaux, mais aussi certains fromages. Là, j'avoue que je me suis demandé ce que ça viendrait faire dans des fromages, puisqu'a priori... il y a souvent des vers dans les fromages. Oui, c'est peut-être ça. Heureusement, rassurez-vous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, l'Agence européenne de sécurité des aliments nous garantit que tout est sous contrôle sur le plan sanitaire. On peut donc se fier à cette poudre de larve aussi sûrement qu'à un vaccin Pfizer ou AstraZeneca. Tout le monde est tranquille. Et pour parler de tous ces sujets, j'ai donc la joie d'accueillir les larves molitors de la réinformation.
on va dire non, les Zola de la réinformation, les lanceurs d'alerte, avec Richard de Sèze à mes côtés, directeur de Politique Magazine et de la rédaction de Radio Courtoisie, Corentin Dugast, influenceur catholique, Xavier Van Liert, journaliste, Charles-Henri Deslois, écrivain, et Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia, et on vous entend, Charles-Henri. Ah bon, magnifique. Alors, chers auditeurs, je vous précise, comme d'habitude, que vous pouvez nous envoyer vos messages en téléphonant au 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85, ou en écrivant un courriel à l'adresse suivante, courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr, et nous vous lirons à l'antenne. Alors, on commence, si vous voulez bien, par le procès Le Gallou. Voilà, c'est le grand rendez-vous mondain à ne pas manquer, après le bal des Guermantes, après celui de Madame Vanderbilt ou ceux de Fitzgerald. Voici le procès Le Gallou. Comme pour les événements réels ou imaginaires que je viens de citer, c'est vraiment l'événement auquel il faut être la semaine prochaine. Et ça tombe bien, toute la bonne société, la nôtre, est invitée à s'y rendre pour assister à un spectacle unique. Alors j'ai même reçu un carton que je m'en vais vous lire, qui est rédigé donc ainsi. A-t-on encore le droit de critiquer une décision de justice qui concerne des millions de Français ? Jean-Yves Le Gallou vous invite à suivre son procès devant la 17e chambre correctionnelle de Paris le mardi 18 février 2025 à 13h30. Et pour l'étiquette recommandée, tenue correcte, attitude paisible. Voilà. Il sera défendu par maître Jérôme Triomphe, parce qu'on sait très bien qu'avec Jérôme, on triomphe. Et Jean-Yves, peut-être est-ce que vous pouvez nous présenter le grand bal que vous organisez ? Écoutez, c'est assez simple. Il y a 2 ans, en août 2022, M. Darmanin, qui n'a pas fait grand-chose, mais enfin qui avait fait cela, avait expulsé un imam islamiste, ou tenté d'expulser un imam islamiste, M. Iqiyoussen. Il se trouve que cette expulsion a été suspendue par un juge du tribunal administratif de Paris, et que j'ai critiqué sa décision de manière verte mais courtoise, en m'interrogeant sur les motivations éventuellement idéologiques de cette personne, et en m'interrogeant sur la raison de cette complaisance vis-à-vis d'un islamiste, et en citant son nom dans le 2e tweet, et en rappelant qu'elle avait été sous-préfète à la ville à Calais, c'est-à-dire qu'à ce titre, elle avait distribué des crédits à des associations immigrationnistes. Voilà, c'est tout. Simplement, pour ces 2 tweets, je me suis retrouvé poursuivi devant la 17e chambre correctionnelle, qui est la chambre chic, il faut bien le dire, du tribunal judiciaire de Paris, et donc j'entends défendre la liberté d'expression et la nécessité de pouvoir critiquer les décisions de justice. Alors je dois dire que ça vient à un moment, à mon avis, particulièrement bien, puisqu'on a eu exactement un problème comparable avec la suspension par, cette fois, le tribunal administratif de Melun de la décision de Montpellier d'abord, puis une autre décision du tribunal administratif de Melun visant la décision de M. Retailleau d'expulsion, cette fois d'un influenceur algérien. Et je dois dire que ce qui est assez piquant, c'est que la décision qui a été prise par le tribunal administratif de Melun, visant notamment à indemniser ce brave garçon qui est rentré clandestinement, qui appelle à tuer des opposants au régime algérien en France et qui a été déjà condamné pour délinquance. Ce brave tribunal administratif de Melun qui a dit qu'on devait lui donner, que l'État, les contribuables devaient lui donner 1 200 €, eh bien là, on ne trouve pas le nom du juge. Alors, comment expliquer ça ? Alors, on vous dit, signer la signature, une décision de justice. Le juge désigné par le président du tribunal. Donc, vous ne savez pas qui c'est. Existe-t-il ? On ne le sait pas. Alors, par contre, on peut trouver quel est le président du tribunal. Mais c'est légal, ça, de ne pas avoir le nom ? Je ne sais pas. Le président du tribunal, c'est Madame Corinne Ledamoiselle. Et donc, qui a désigné ce juge. Il faut savoir que le rôle
politique d'un président de tribunal, c'est ce qu'on appelle le casting. C'est-à-dire, on choisit vers quel ou quel juge, vers quelle ou quelle chambre, on oriente une affaire pour obtenir une décision conforme à ce qu'on souhaite, oui. Plus ou moins favorable, plus ou moins défavorable. Et donc, on ne sait pas qui cette dame a choisi. Par contre, on a une certaine idée des préférences ou des orientations de cette dame, puisque quand on va sur Internet pour chercher qui elle est, ce qui ressort en premier, c'est une intervention vidéo où elle explique à quel point cette dame, présidente du tribunal administratif de Melun, à quel point elle était contente de se rendre dans la prison du Mai-sur-Seine pour organiser un concours d'éloquence et d'avocats entre détenus. Voilà. Pour préparer leur défense on ne peut pas critiquer le juge qui a pris la décision, mais à défaut, on peut citer la présidente de tribunal. J'espère ne pas me retrouver prochainement à nouveau à la 17e chambre. Une nouvelle danse. Alors, qu'est-ce que vous attendez justement de ce procès la semaine prochaine donc ? Si vous voulez, ce que j'attends... Le 18 à 13h30, c'est à la 17e chambre. Bon, d'abord, si vous voulez, moi, ce que je dirais, ce que mon avocat dira, mais il le dira mieux que moi et autrement que moi... Qui est Jérôme Triomphe. Jérôme Triomphe, c'est qu'aujourd'hui, la politique d'immigration en France, depuis 40 ans pratiquement, en tout cas aujourd'hui, elle est conduite par les juges. Voilà. On le voit dans l'affaire Iqiyoussen, on le voit dans l'affaire de cet influenceur algérien, elle est conduite par les juges. À partir du moment où les juges conduisent la politique, ils conduisent aussi les politiques municipales d'ailleurs. Vous avez vu, ils poursuivent Monsieur Ménard parce qu'il a refusé de marier à Béziers un clandestin. Ils ont demandé à la ville de Biarritz de changer le nom d'un quartier. Ils ont demandé à la ville de Perpignan de changer le nom d'une place. Ils ont condamné à 120 000 euros la ville de Beaucaire, oui, pour l'affaire de crèche. Donc les juges, aujourd'hui, veulent s'arroger la politique de l'immigration et même la politique municipale. À partir du moment où ils s'arrogent un pouvoir politique, ils doivent pouvoir être critiqués politiquement. Voilà. Et en politique, dans un affrontement politique, on porte parfois des critiques un peu sévères à ses adversaires. Et à partir du moment où les juges sont des juges politiques, qui prennent des décisions politiques, il faut qu'ils s'attendent à pouvoir être critiqués. Oui, parce que là, le refus d'expulser un imam ouvertement islamiste et dangereux pour la sécurité en France, c'est quand même quelque chose qui engage beaucoup de monde, potentiellement le pays tout entier. Beaucoup de monde. Oui. Et normalement, le responsable politique, ce sont les ministres, ce sont les députés, c'est le peuple quand il est saisi par référendum, c'est pas les juges. Voilà. Alors moi, je vais dire ça. Je pense que mon avocat fera valoir, lui, de manière plus juridique, que critiquer une politique d'immigration ou critiquer une décision de justice, c'est participer à un débat d'intérêt général et que le débat d'intérêt général est protégé par la liberté d'expression, y compris telle qu'elle est garantie par la Cour européenne des droits de l'homme, auquel nous font référence dans ce cas particulier. Évidemment, puisque c'est un débat démocratique, citoyen et républicain. Voilà. Messieurs, alors d'un point de vue juridique ou polémique, que pensez-vous du pouvoir des juges Ce qui est intéressant, c'est que les juges eux-mêmes se permettent de critiquer la politique du gouvernement. Le syndicat de la magistrature le fait. À la Fête de l'Humanité, il y a eu des stands tenus par des juges qui expliquaient comment résister au pouvoir odieux d'Emmanuel Macron. On était d'accord sur le pouvoir qui a été odieux. Le fait que ce soit des juges qui le fassent montre bien que les juges eux-mêmes prennent position dans le débat public d'une manière partisane en considérant que c'est leur droit de citoyen. Mais ils considèrent en revanche qu'eux-mêmes sont absolument exorbitants du droit commun et donc que personne n'a le droit de les critiquer. Et si vous voulez, alors il y a aussi un autre aspect du pouvoir judiciaire, c'est l'absence totale de responsabilité. Quand ils prennent une décision qui aboutit à relâcher quelqu'un qui va commettre des crimes, ils se sentent irresponsables. Mais les mêmes vont se sentir tout à fait à l'aise pour poursuivre un médecin qui aura peut-être fait une erreur dans une opération ou un guide de montagne qui aura eu un accident avec un client. Là, ils seront tout à fait à l'aise pour mettre en cause la responsabilité dans ce qui peut être des éléments aléatoires ou accidentels, mais pour eux,
c'est l'immunité absolue. Dans votre histoire, il y a quelque chose d'autre qui est fascinant, c'est que la décision que vous avez critiquée, en fait, a été critiquée par la justice elle-même. Elle a été elle-même révisée par le Conseil d'État, absolument. Puisque le ministre Darmanin, en l'occurrence, a fait appel devant le Conseil d'État. Et le Conseil d'État s'est prononcé 2 fois dans cette affaire. Une première fois pour lever la suspension et une deuxième fois, au fond, pour valider la décision du ministre, en quelque sorte. Ce qui prouve d'ailleurs, quand on vous dit « mais c'est le droit », parce qu'il y a des gens, dès que vous critiquez, c'est le droit, c'est le droit. Le droit, il est interprété de différentes manières, surtout en ces matières où il s'agit de croiser des principes généraux et d'interpréter des principes généraux, de sous-peser des principes généraux et d'en préférer l'un plutôt que l'autre. C'est un droit, en fait, très politique dans les faits. Charles-Henri Gallois voulait intervenir. On ne vous entend pas, Charles-Henri. Là, il faut mettre le micro. Là, vous m'entendez Là, oui. Oui. Ah, j'ai enfin compris qu'il y avait un interrupteur à mon micro, vous voyez. Tous les jours, je fais des progrès. Et je voulais juste en venir, avant d'arriver au sujet, à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le choc de simplification dans l'administration d'Emmanuel Macron lorsqu'il n'était que ministre. Et donc, oui. Je l'ai subi. Bon. Ah, d'accord. Vous pourrez nous l'expliquer tout à l'heure quand il sera temps. Vous savez en quoi... Ah bon, il y aura un sujet là-dessus? Oui. Enfin, on va parler de ce fameux bon. choc aux États-Unis. Ça sera le moment d'en parler pour alors, j'en parlerai votre expérience pour la France. Oui. Ah oui, non, parce que je vous raconterai. C'est bon. Oui, alors pour en parler sur l'affaire dont a été victime Jean-Yves Le Gallou, c'est que les juges sont quasiment le seul métier qui ne supporte pas la critique. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel métier, même un grand professeur de médecine, il peut être attaqué pour éventuellement faute ou défaut d'information, enfin tout l'arsenal qu'on peut trouver dans le code. Et la jurisprudence, alors pour les juges, c'est que la loi dit qu'on n'a pas le droit de porter le discrédit sur un juge, le discrédit sur la justice, mais la frontière est ténue parce qu'il n'y aurait plus d'étudiants en droit si on ne pouvait plus, bien sûr, critiquer les arrêts. Moi, toutes mes études de droit ont consisté à critiquer des arrêts. Donc, heureusement quand même qu'il y a une tolérance pour les facultés de droit. Bon, et d'une. D'autre part, les juges eux-mêmes, alors c'est vraiment de la corporation, se critiquent puisqu'ils peuvent infirmer ou confirmer la justice de leurs collègues. Bon, mais ça reste en vase clos. Mais ce qu'il y a de terrible, c'est que c'est même, pardon, je vous interromps, Charles-Henri, mais c'est le principe même de l'appel et de la Cour de cassation. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que si des juges représentent le peuple français. Je vous signale qu'en France, on juge au nom du peuple. Donc, si les juges eux-mêmes peuvent infirmer ou confirmer un jugement, c'est que c'est le peuple. Ben oui, c'est pour être logique. Oui. Donc, je vois pas pourquoi, à condition bien sûr de ne pas être injurieux ou d'avoir des limites, de ne pas être diffamant, mais je ne vois pas pourquoi tout un chacun puisse pas s'exprimer sur des décisions de justice. Oui, d'autant qu'à la limite qu'on ne puisse pas contester ou critiquer sa propre condamnation, à la limite, pourquoi pas. Mais là, c'est effectivement... Si, quand même, on peut, sinon on n'aura plus d'avocat. Oui, enfin, on peut avec un avocat. Mais là, il s'agit vraiment d'un phénomène de société, c'est-à-dire c'est quand même une affaire qui concerne le pays tout entier, qui est vraiment d'ordre politique et d'intérêt général. Voilà. Mais là aussi, je voulais terminer... pardon. Mais je voulais terminer. Ma conclusion, c'est qu'il faudrait en venir à une justice pour une fois, ça va peut-être pas faire plaisir à Richard, mais il sera peut-être d'accord avec moi, c'est que les juges à l'anglaise qui sont pas autorisés à se syndiquer, pourquoi? Pour être impartiaux, et généralement ce sont des personnes d'expérience, c'est pour ça qu'en général ils sont vieux. Pourquoi? Parce que ils n'ont plus à quand même défendre une carrière, enfin ils sont un peu dégagés d'ambition personnelle. Parce qu'à l'heure actuelle, il est évident qu'un juge qui veut être bien vu par sa hiérarchie, il aura tendance à interpréter le droit, et c'est ce que vous avez dit. Et c'est ça qui n'est pas normal, c'est effectivement que vous soyez jugé, je sais pas, d'un département à l'autre, le verdict sera différent, et donc le droit interprété différemment. Il y a un problème de transparence générale dans la justice,
puisque il n'y a pas de documentation globalisée sur les jugements. Les noms sont effacés, les circonstances ne sont pas toujours claires, et il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de big data en matière de justice, et je pense que les juges seraient terrorisés à l'idée qu'il puisse y avoir un contrôle global sur le jugement, parce qu'effectivement, on verrait les incohérences d'une cour à l'autre, d'un tribunal à l'autre. Oui, complètement. Pour en revenir à l'affaire des crèches, qui est différente de la vôtre, mais ce qui est interdit à Beaucaire est par exemple autorisé à Béziers. C'est complètement délirant, quoi, parce que c'est le même pays quand même. Dans l'affaire du quartier de Biarritz, ce quartier de la Négresse, qui paraît-il historique, le tribunal administratif avait validé la décision et la cour administrative l'a interdite, a ordonné. Maintenant, les juges administratifs donnent, le Conseil d'État ou les tribunaux donnent des ordres. Ils ne se contentent pas de dire on annule, ils donnent des ordres. Et donc, dans l'affaire de Biarritz ou de pas Beaucaire ou de Perpignan, ils donnent des ordres. Mais il y a aussi un arbitraire absolu dans ce qui vous arrive, Jean-Yves Le Gallou, c'est que, par exemple, lorsque les juges en première instance et en seconde instance ont condamné une dame qui avait oxy son mari en le tuant par derrière et qui par ailleurs avait mené son fils à son suicide. Donc grosse émotion médiatique. Lynn Renaud et d'autres têtes pensantes, d'autres philosophes de pointe. J'ai oublié comment s'appelle cette actrice assez mauvaise qui explique que ce sont ses orientations sexuelles qui... Non, mais elle est assez mauvaise aussi. Comme vous disiez mauvaise. Non, elle en plus, elle est d'un physique assez disgracieux. Attention, là, non, pas du tout. Bon, c'est pas grave. On a interpellé le président Hollande en disant il faut absolument que vous accordiez la grâce car il est absolument immonde que cette femme courageuse... Muriel Robin. Il est absolument immonde que cette femme ait été condamnée. Pas un juge n'a demandé à ce que Muriel Robin... et Lynn Renaud et tutti quanti soient mis devant le tribunal pour avoir osé critiquer les décisions de justice. Donc, une fois de plus, il y a un arbitraire complet de la part des juges. Ils décident de poursuivre qui ils veulent. Il n'y a pas d'égalité devant la loi. De la part de ceux qui sont censés la faire respecter. Juste une chose, là c'est pas l'arbitraire des juges pour l'affaire Catherine Sauvage, c'est politique. C'est Hollande qui voulait faire plaisir aux coteries féministes, qui a partiellement gracié Catherine Sauvage. Ah oui, c'est bon, qui avait tué dans le dos. Aussi, oui. Voilà. C'était la justice complètement politique, sur l'émotion. Oui, et qui, par là même, a désavoué tous les juges, parce qu'elle avait quand même été condamnée 2 fois. Oui, et sur un dossier précis, et voilà, mais aucun juge n'a considéré que ceux qui appelaient à la révision du procès ou à la grâce avaient illégitimement critiqué leur décision. Et pourtant, les critiques qu'ils faisaient étaient autrement plus vigoureuses que celles que Jean-Yves s'était permis dans le cas précis. Sur le juge Nikolic. La parole à Xavier Van Lierde et ensuite à Corentin Dugast. Oui, je pense que ce que ces affaires soulignent aussi, c'est qu'on a tendance encore traditionnellement à redouter un totalitarisme qui viendrait des politiques. Alors on pense que les politiques sont des gens qui peuvent prendre des décisions absolument épouvantables, qui réduisent nos libertés, etc., etc., etc. À mon sens, ce que ces affaires révèlent, c'est que c'est complètement dépassé. Et qu'au contraire, la plupart du temps, les politiques sont ceux qui peuvent encore essayer de desserrer l'étau du véritable totalitarisme qui s'empare de la société et du totalitarisme assis sur une idéologie et qui est mise en place par les juges. Je ne sais pas si certains l'avaient perçu, paix à son âme, François Mitterrand avait déclaré autrefois « Méfiez-vous des juges, ils ont tué l'Ancien Régime, ils tueront la République ». Quel est le point commun entre l'Ancien Régime et la République? En l'occurrence, ce qu'il voulait dire, c'est qu'ils ont tué le politique. C'est-à-dire que les juges sont une sorte d'instance qui s'introduit pour ôter la capacité des peuples à avoir des décisions qui leur ressemblent, à prendre des orientations générales pour la société qu'ils souhaitent. On le voit dans l'affaire Le Gallou, on le voit dans la crèche de Beaucaire.
la crèche de Beaucaire, c'est quand même formidable, parce que si je ne me trompe pas, la municipalité a fait un référendum local pour savoir si la population souhaitait ou non conserver la crèche. 98% de oui pour les participants. 98% des habitants de Beaucaire décident qu'ils souhaitent conserver la crèche dans leur mairie. Il n'y a pas plus démocratique. Enfin, je veux dire, c'est un score absolument invraisemblable et qui correspond en plus aussi certainement à des mœurs, c'est-à-dire quelque chose qui est au-delà même de l'opinion, des mœurs, une idée, une esthétique, une manière d'être. Et on a là une petite coterie de gens qui viennent s'introduire entre le peuple et la municipalité, c'est cette expression locale de la politique, pour dire non, ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça va se passer comme moi, je le souhaite. Et donc là, Mitterrand avait raison, et puis nous sommes, je crois, de plus en plus nombreux à penser que, loin d'être un contre-pouvoir, la justice est devenue le pouvoir. Et que c'est un pouvoir extrêmement susceptible, puisqu'elle refuse absolument, comme on le voit dans l'affaire de Jean-Yves Le Gallou, d'être critiquée. Et c'est absolument sidérant de voir en fait cette emprise croissante sur la société. Et donc la solution, en réalité, c'est le retour aux politiques. Il faut que les politiques reprennent le pouvoir sur les juges. Et l'affaire Le Gallou, en l'occurrence là, est doublement illustrante, puisque c'est quand même un tribunal qui... La décision critiquée, c'était une décision qui refusait qu'un ministre de l'Intérieur expulse un imam islamiste, en accord bien évidemment avec la majorité de la population. Il faut vraiment, en réalité, il faut les mettre au pas, il faut oser les désigner. C'est pour ça, félicitations Jean-Yves Le Gallou, de les désigner pour ce qu'ils sont, éventuellement de les nommer, puisque après tout, ce sont des gens, eux aussi, ils ne sont pas élus, mais après tout, ils prennent des décisions. Et puis, ça va être une grande bataille. Et c'est probablement la grande bataille des années à venir, c'est la bataille pour la démocratie, pour que le peuple puisse retrouver des marges de manœuvre et finalement, ce qui est l'essence de la démocratie, c'est-à-dire la maîtrise de son destin contre ce tout petit groupe qui a fait un coup d'État voici quelques dizaines d'années maintenant. Corentin Dugast. Oui, je rejoins parfaitement ce qui vient d'être dit et je pense que en fait, ce procès, bien au-delà de défendre votre position, ça va être aussi de défendre la frustration des Français qui montent devant un sentiment qu'ils ne sont jamais défendus, jamais écoutés. Et je vous raconte une anecdote que j'avais vécue lorsque j'étais à Angers. Un soir, je courais sur les quais, et puis je vois une dame à quelques centaines de mètres, dizaines de mètres de moi se faire voler son vélo par deux jeunes adolescents. Donc je cours vers elle, voyant qu'au milieu de la place publique en pleine journée, personne ne venait en aide à cette pauvre dame. Et bon, je fais comprendre par différentes actions aux deux jeunes hommes que s'ils ne veulent pas laisser quelques dents sur le sol, il va falloir se calmer tout de suite. Et la dame part, je la raccompagne chez elle, elle était toute tremblante. Et je lui dis, écoutez, je vais appeler la police et je m'occupe de tout, vous inquiétez pas. Et donc on appelle la police et la police me décrit physiquement à quoi ressemblaient les deux jeunes. Ils me disent, ah oui, alors laissez-nous deviner, c'était Plastan, oui, très bien, ils avaient des pulls rouges, hein, c'est ça, à capuche, oui, c'est vrai. Il dit, écoutez, on les arrête quasiment toutes les semaines, on sait plus quoi faire. Et donc, cette femme-là, sur le moment, évidemment, elle était frustrée, elle était en colère, et ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans son cœur politique, mais il est évident que désormais, dès qu'elle entend une histoire comme le meurtre de cette jeune femme, ou toutes les histoires qu'on voit passer, en fait, ça déclenche la frustration. Et ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que dans un pays démocratique, ce qui fait qu'on ne va pas oxyre notre ennemi nous-mêmes, c'est parce qu'on fait confiance à la police, à notre armée et à nos juges pour nous défendre et pour défendre nos intérêts, évidemment, mais aussi pour défendre les jeunes, pour être sûr que nous soyons en sécurité et que lorsqu'un crime arrive, ce qui peut toujours arriver, eh bien, la personne sera jugée et condamnée pour ça. S'ils ne le font pas, il ne faudra pas s'étonner que les Français finissent par reprendre leur défense eux-mêmes. Et ce serait dommage parce que, évidemment, ça serait vite l'anarchie et... Oui, parce qu'en fait, le vrai problème, c'est qu'il s'étend... c'est ce sentiment immense d'injustice, je pense, parce que qu'on ressent à la fois face à nos juges, parce qu'ils sont prompts à punir ceux qu'ils peuvent frapper durement parce qu'ils leur déplaisent, en même temps qu'ils sont extrêmement laxistes avec ceux dont finalement peut-être est-ce qu'ils approuvent, peut-être qu'ils tolèrent, en tout cas ils tolèrent de manière excessive les délits et les crimes,
Et simultanément, on l'a aussi dans un mode mineur, mais avec l'impôt, c'est-à-dire le consentement à l'impôt qui est devenu complètement inexistant. C'est-à-dire aujourd'hui, seul un fou peut accepter de payer ses impôts tranquillement. Enfin, c'est devenu de la légitime défense de refuser l'impôt. Et précisément parce que les Français ont un sentiment d'injustice qui gagne la totalité de leur existence. C'est phénoménal. Et donc, que reste-t-il de l'État ? Et ça, je pense que c'est la grande question qui va se poser dans les prochaines années. C'est-à-dire que pourquoi les gens ne votent plus ? Pourquoi on n'a plus confiance dans les hommes politiques ? Tout simplement parce que les seules choses sur lesquelles repose leur pouvoir n'existent plus. Oui, ils ne sont plus légitimes. À quoi servent-ils ? Alors, en un mot, Xavier Lemire, pour conclure, Il parle. il parle. Non, moi, j'ai l'impression que j'aimerais me mettre à la place de ces juges, rentrer dans leur esprit en quelque sorte, et voir avec quel schéma ils raisonnent. Et j'ai l'impression, alors évidemment, ce n'est qu'une supposition, je ne suis pas dans leur esprit, mais la supposition, c'est qu'ils se voient comme Dieu les vous en gardiens préserve. d'idées. Oui, effectivement. Ils se voient les gardiens d'idées abstraites contre le peuple. C'est-à-dire que dans le schéma que je décrivais initialement, les juges sont du côté du peuple contre le totalitarisme des institutions. Aujourd'hui, ils se voient comme les gardiens des institutions contre le danger du peuple, qui pense mal, qui est méchant, qui se comporte mal, qu'il faut régenter jusque dans son intimité, dont il faut contrôler les paroles, les actes et même les pensées, comme on le voit extrêmement souvent. Et c'est ça, une vraie mentalité totalitaire. C'est de considérer qu'il faut brimer et brider toute chose et qu'on est gardien de quelque chose d'abstrait, d'idéologique. Allez, je vous bride parce qu'il faut qu'on tourne. Voilà. Charles-Henri en un mot et Jean-Yves ensuite pour conclure. Non, pour revenir à ce que dit Xavier, où j'adhère totalement, ce n'est pas d'aujourd'hui où vous avez dans la justice deux conceptions, la conception de célérité et la conception de tempérance. Quand je dis de célérité, je dis bien célérité, non pas sévérité. Célérité, c'est le peuple, c'est-à-dire ça doit aller vite, vite et fort. Et ça, effectivement, ce qu'on explique, c'est que le peuple a toujours voulu une justice rapide, etc. Bon. Alors, après, il faut voir aussi qu'on ne peut pas faire la justice soi-même, on ne peut pas lyncher les gens sur de simples présomptions, et vous savez que je suis très attaché à la présomption d'innocence. Mais toutefois, ce qu'on appelle la tempérance, d'où le fait que la justice est rendue par des gens indépendants, hein, c'est le fait que ce ne soit pas les victimes qui rendent eux-mêmes la justice, parce qu'évidemment, on pourrait les soupçonner d'être partiaux, évidemment. C'est comme ça qu'a été inventée la force de l'État, puisque l'État s'est imposé, les institutions royales se sont imposées par le fait de rendre la justice en l'ôtant aux seigneurs locaux, pour s'octroyer le fait de pouvoir rendre la justice. Et le roi avait ce qu'on appelle le pouvoir d'évocation, de rendre la justice jusqu'au plus haut niveau, évidemment, et de pouvoir aller jusqu'au droit de vie, au droit de mort, et même d'avoir le droit de grâce quand ils étaient condamnés à mort. Et c'est d'où vient le droit de grâce qu'on a gardé en France, qui n'est pas, comme les gens croient, uniquement sur des condamnés à mort, mais vous pouvez très bien envoyer une demande de grâce pour une contravention au président de la République. Ce serait pas mal d'ailleurs de pouvoir les inonder, tiens, ce serait amusant. Tout ça pour dire que c'est un mouvement à lancer. L'État doit s'imposer par la justice. Mais cette justice est une forme de protection, évidemment. Et là où je rejoins Xavier, c'est que c'est tout de même une conception politique. Une conception politique, ce n'est pas des idées abstraites, la justice. La justice, ça veut dire protéger les victimes et leur rendre justice, c'est-à-dire les indemniser, réparer et punir. Alors, il faut... un mot... Une seconde, Xavier, parce qu'il faut qu'on passe à un sujet suivant. Maintenant. Il faut que le souverain prenne le sceptre et mette au pas, reprenne le sceptre de la souveraineté et mette au pas les juges. Bravo, vive le roi. C'est les deux vieux du Muppet Show là-haut. Allez, Jean-Yves. En plein accord, très sérieux. Ouais. En plein accord avec ce qui vient d'être dit, notamment sur la conception des juges qui visent à brider effectivement le peuple. Il y a un autre aspect à voir comme application dans la politique de l'immigration. Il y a 40 ans ou 50 ans, il y avait un droit de l'immigration. C'est-à-dire que l'État pouvait décider d'accueillir ou de ne pas accueillir telle ou telle population, tel ou tel groupe humain. On est passé à un droit à l'immigration où c'est le point de vue de l'individu qui immigre qui est pris en considération au détriment de l'État. On le voit dans ces affaires de QTF, mais la première grande décision
qui est allée dans ce sens, c'est celle du Conseil d'État en 1978, lorsqu'il a fait privilégier le point de vue des individus en imposant le regroupement familial à un pouvoir d'État qui, à l'époque, du gouvernement Giscard-Barre, voulait arrêter l'immigration, y compris familiale, dans l'intérêt du peuple ou dans l'intérêt de la conception générale qu'il se faisait. Donc voilà les deux basculements. Ouais. Alors, on termine ce sujet, si vous voulez bien, parce qu'il nous en reste encore beaucoup d'autres. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'ils peuvent se rendre le mardi 18 février à 13h30 devant la 17e chambre correctionnelle de Paris, enfin dedans même pour le coup, c'est libre. Ah oui, c'est dedans, oui. C'est en libre accès. Libre accès, bien sûr. Et voilà, donc tenue correcte. Excellent, très beau bâtiment. Un bâtiment qui enlaidit Paris, qu'on voit de partout. Allez, on écoute un message et on revient ensuite pour parler du meurtre de la petite Louise, de Donald Trump et, sur un mode plus léger, des farines animales. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Merci d'avance, oui, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Merci de nous soutenir. Merci de le faire parce que, comme vous le savez, nous ne vivons que de votre générosité. Nous n'avons pas de subvention, nous n'avons pas de publicité. Donc, si vous voulez entendre une parole libre, cela a néanmoins un prix, c'est celui de votre soutien. On en profite donc pour remercier un couple d'auditeurs de Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine qui envoie 100 € précisément pour faire vivre notre radio et qui nous dit « Voici notre contribution un peu maigre, mais suffisante pour vous aider à grandir raisonnablement. Je ne regarde jamais Radio Courtoisie, mais ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites. » Donc c'est quelqu'un qui est un auditeur pur, qui ne regarde pas sur Internet. Dites-le bien sans les « e » ni les rires intempestifs de jeunes personnes. Nous écoutons votre radio depuis le début. La qualité seule est importante. Espérons que vous nous permettrez de vous écouter avec plaisir et gourmandise. Écoutez, chère madame et cher monsieur, nous essayons de le faire. Et croyez bien, et Richard est là pour y veiller, que nous limitons les « e » et les rires intempestifs des jeunes. Nous ne rirons plus. Voilà. Un couple d'auditeurs de Pamiers dans l'Ariège envoie 100 €. Votre radio nous fait passer de bons moments, notamment en ligne droite. Merci beaucoup pour votre ferveur. Merci à vous, chers auditeurs. Merci également à cette auditrice de Taverny dans le Val d'Oise qui envoie 200 € et qui nous dit « Je vous envoie un don pour notre chère radio. Je regrette l'absence de la fête annuelle de Radio Courtoisie tout en comprenant les difficultés que vous rencontrez. Quand sera-t-il possible à nouveau de rencontrer celles et ceux qui nous informent avec passion, enrichissent nos connaissances et nous ravissent ? Tous mes vœux de prospérité pour vous et vos familles, en espérant de belles rencontres. » Chère madame, effectivement, nous avons renoncé, en tout cas pour l'instant, à la fête du livre. J'ai souvent expliqué pourquoi, malheureusement parce qu'elle était déficitaire et que nous devons économiser chaque sou parce que notre vocation première est d'émettre et de produire des informations. Et tant que nous n'avons pas un matelas suffisant pour relancer ce genre d'événement, nous devons y renoncer. Je discute avec plusieurs structures, l'idée étant de faire un salon du livre en partenariat pour partager justement les coûts et éventuellement partager les maigres bénéfices aussi, mais surtout pour partager les coûts. Et lorsque ce sera possible, nous relancerons. En attendant, nous essayons également de lancer de petits événements. Il y a des pots amicaux qui sont organisés après la messe d'anniversaire de la radio, où on essaye également d'organiser des dîners. Voilà, donc on vous tiendra au courant lorsque nous lancerons de nouveaux événements. Une auditrice de Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine envoie 25 €. Bonne année 2025, plein de belles choses pour votre radio. Je vous écoute souvent et j'apprécie vos émissions pleines de vérité. Merci beaucoup. Encore une fois, merci à vous. Merci aussi à cette auditrice de Paris qui envoie 50 € et qui dit « Voici ma modeste contribution ainsi que mes vœux pour 2025. Radio Courtoisie s'est fait depuis longtemps un nom honorable de qualité et d'indépendance dans le paysage médiatique français. La radio libre du pays réel et de la francophonie était la devise excellente au temps de M. Ferré et dans laquelle je me reconnais. Je vous souhaite de garder le cap en privilégiant le plus possible la qualité. » Écoutez, c'est exactement encore notre mot d'ordre et nous essayons effectivement de veiller à la qualité de l'expression et de l'information. Une auditrice de Paris envoie 200 €. Je ne peux plus écouter Radio Courtoisie, mais je continue de cotiser en vous souhaitant une meilleure année. Écoutez, chère auditrice, alors là, un immense merci parce que c'est extrêmement bienveillant et militant
Et un immense merci de continuer à cotiser pour ceux qui, eux, peuvent écouter et ne cotisent pas forcément. J'en profite pour vous dire, si vous nous écoutez maintenant, ah ben non, elle ne peut plus écouter. On lui écrira à cette dame, parce qu'il y a peut-être une solution à son problème. Voilà. Et un auditeur de Radio Courtoisie nous disait, juges et islamistes, les islamistes sont les ennemis de la France, ils le disent et ils le montrent, n'y a-t-il pas ici intelligence avec l'ennemi ? Eh bien, on va éviter... Je vais faire du mauvais esprit, mais est-ce que vous savez quelle a été la corporation la plus épurée en 1944 ? Les boulangers. Non. Les journalistes, les non deux... Oui, mais plus encore que les... Pas les juges. Prostituées. Les juges. Les juges ont été Les épurés. juges et les conseillers d'État qui ont été épurés à hauteur, c'est pas négligeable, de 40%. Le Conseil d'État, donc l'ancêtre des juges administratifs, menant la marque, avec effectivement 40% de juges épurés, révoqués, mis à la retraite d'office, voire condamnés à mort. Ils ont quand même marqué le score assez haut. Condamnation à mort graciée, mais quand même. Donc les corps, dans l'esprit, je ne parle pas de jugement là, je rapporte des faits historiques, hein, je ne parle pas de jugement. Dans l'esprit de l'opinion, en 1944 ou 1945, les corporations de fonctionnaires qui avaient le plus collaboré avec l'ennemi, c'était les juges et les conseillers d'État. Voilà. C'est dit sans Ils avaient acrimonie. prêté Ils avaient prêté et serment avec au maréchal un Pétain. souci d'humanité. Ouais. Ils avaient prêté serment au maréchal Pétain aussi. Oui, et ensuite au général de Gaulle. Bah voilà. Non, mais ils ont pris de l'avance sur le programme. Donc, Bon, alors dans ce cas-là, on va passer à notre sujet suivant, qui est un sujet très grave, qui est la mort donc, de la petite Louise, 11 ans. Donc dans la nuit de samedi, la police a découvert le corps de Louise, donc 11 ans, qui a été morte, qui a été retrouvée morte, donc assassinée, poignardée, dans le bois des Templiers à Longjumeau, donc près d'Épinay-sur-Orge, dans l'Essonne. L'adolescente avait disparu vendredi après-midi en sortant du collège, donc pas en allant en boîte de nuit, mais en sortant du collège. Un couple interpellé a été mis hors de cause rapidement. L'enquête est toujours en cours, mais comme toujours, voilà, désormais... Il y a deux autres personnes Deux autres personnes ont été arrêtées aujourd'hui. Oui, un homme de 17 heures. 23 ans et une femme de 55 ans. Oui. Mais voilà, comme toujours, donc, quand un enfant français est assassiné, on a vu l'extrême gauche hurler au pas d'amalgame, dénoncer une possible récupération politique, et le journaliste Christophe Beaugrand, journaliste à LCI, ancien collaborateur de la chaîne homosexuelle Pink TV, aurait parlé au père de Louise, qu'apparemment il connaît, et lui prête des propos qui n'ont pas été confirmés par l'intéressé, où il dit que le père de Louise demande donc qu'aucune récupération politique ne soit réalisée sur son malheur. Alors, au-delà de ces propos, qui personnellement m'étonnent, parce que j'avoue que je suis moi-même père de famille, et si un de mes enfants mourait, je ne suis pas certain que ma première pensée serait de demander qu'on ne fasse pas de récupération politique. Mais bon, chacun, après, a les relations qu'il peut avec ses enfants. En tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que ce sont des événements absolument épouvantables qui rappellent qu'en France, il y a eu une époque où un enfant pouvait aller à l'école ou chercher le pain et rentrer chez lui vivant. À partir de 7 ans. Sans avoir été agressé. Même pas à partir de 11 ans, à partir de l'école primaire. 7 ans. Moi, c'était 7 ans, c'était l'âge, effectivement, où j'allais à la boulangerie. L'âge de raison. Oui. L'âge de raison. À 6 ans, on était conduit à l'école. À 7 ans, on revenait tout seul de l'école. Voilà. Et donc... Enfin, c'était ancien, mais c'était pas impossible. Oui, moi, c'était dans les années 80. Bon, c'est pas non plus... C'est pas Mathusalem, quoi. Donc, moi, c'est dans les années 70. Il faut regarder la vérité en face, Pierre-Alexandre. En tout cas, il est vrai que ma fille ne sort pas tout seule. C'est pas possible aujourd'hui. Donc, je sais pas si ça évoque quelque chose chez vous, c'est cette idée donc que des gens nous appellent à ne pas politiser ce qui relève pour eux du simple fait divers, quand par exemple le cimetière de Carpentras profané était devenu un enjeu national, ou que la moindre racaille égratignée par un flic devienne également l'objet d'une manifestation de masse. Quoi. Ce qu'il y a de remarquable, comme d'habitude, c'est que le simple fait de dire ouvertement et publiquement, il ne faut pas qu'il y ait récupération, est déjà en soi une récupération. Oui. Et donc il y a comme d'habitude ce paradoxe permanent de la gauche de proclamer des principes qu'ils violent eux-mêmes au moment où ils les proclament. Mais comme c'est eux, c'est bien. Alors, je pense qu'il faut qu'on arrête de parler du camp du gauche, bien. Oui. Pour désigner la gauche, il faut juste l'appeler le camp du mal, parce que c'est eux qui font un mal absolu à ce pays. Et voilà,
À un moment donné, Philippe Muret avait le droit d'être ironique et les appeler le camp du bien. Je pense qu'au point où on en est, on a le droit de se contenter de les appeler le camp du mal, et ce sera parfaitement compréhensible pour tous ceux qui nous écoutent. Corentin Dugas. C'est vrai que c'est un lien intéressant avec ce dont nous discutions juste avant. Il y a une préférence du camp du mal ou du camp du bien, ça dépend, dans les affaires qui traversent l'actualité française, et qui fait que, comme pour la précédente affaire dont nous discutions juste avant, il y a une frustration des Français qui grandit. Systématiquement, ils vont contre le sentiment des Français, c'est-à-dire le sentiment majeur des Français qui ne se sentent plus en sécurité, qui effectivement ont connu une époque où ils pouvaient aller à l'école sans avoir le risque de se faire égorger, ou en tout cas, si par malheur ils rencontraient un fou sur leur route, ils savaient que le type finirait en prison, voire décapité à l'époque où c'était encore permis. Et donc, les Français pouvaient avoir confiance et ne pas être obligés de vivre dans la crainte. Or, aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. On vous explique que non seulement vous ne devez pas avoir peur, que c'est tout à fait normal que votre fille se fasse assassiner à la sortie du collège, Mais qu'en plus, après, il ne faut pas protester. mais qu'en plus, il ne faut pas protester. C'est-à-dire que vous avez juste le droit de la fermer quand on assassine vos filles. Et c'est très intéressant parce que quand on s'intéresse un peu à l'histoire, les populations refont systématiquement les mêmes erreurs au fil de l'histoire. Et notamment, j'avais tout à l'heure, quand on était sur la précédente discussion avec l'islam, l'Espagne a fait l'erreur. À Vienne, ils ont fait également l'erreur, et c'est Marc d'Aviano qui a permis que la ville ne soit pas prise. Marco d'Aviano, effectivement. Marco d'Aviano ne soit pas prise Capucin. par les musulmans, parce qu'à l'époque, tout le monde était pro-musulman, quoi. Il y avait une espèce d'entente cordiale avec cet ennemi qui venait quand même assez violemment traverser l'Europe, assiéger la ville, à tel point que certains se posaient même la question s'il fallait pas défaire les croix sur les églises. Et en fait, il y a quelque chose de fou là-dedans, quoi. Les gens finissent par se dire, mais soit c'est moi qui suis complètement timbré, et je suis prêt à ce qu'on me l'argumente, soit c'est eux. Et donc, effectivement, moins ils entendent la voix des Français, moins les juges l'entendent, et plus la colère va grossir et la fin sera terrible. Je le redis encore, parce que c'est vraiment important. Pour moi, c'est l'enjeu des 15 prochaines années. C'est même pas de savoir qui va être au pouvoir dans 5 ans. C'est de savoir quand est-ce que les Français vont être entendus pour que ça n'explose pas. Oui, alors ça risque d'être un peu mal parti, malheureusement. Alors, on a Charles-Henri Deloye et Xavier Van Lier ensuite. Alors, moi aussi, je suis né au siècle dernier. Et je prenais le métro à 9 ans pour aller au collège. Aujourd'hui, quand j'interroge les jeunes mères de famille qui ont des enfants de 9, 10, 11 ans, pas question de les laisser prendre le métro tout seuls. Or, à l'époque, on m'avait mis en garde contre les vilains messieurs qui pouvaient donner des bonbons pour les suivre, etc. Mais bon, j'avais un instinct méfiant, et puis tout se passait bien. Dieu merci, j'ai jamais été embêté, sauf peut-être par des petits camarades de mon âge jusqu'à la station de métro. Ça, c'est pas méchant, oui. Non, c'est pas méchant, mais et puis on apprend la méfiance aussi. Mais à l'heure actuelle, c'est ce que vous disiez, c'est que les enfants à l'époque, on les laissait aller à l'école et se débrouiller pour faire l'aller-retour, et les parents n'étaient pas aussi craintifs que maintenant. Ceci dit, il faut quand même être lucide. Les meurtres, hélas, les atrocités commises contre les enfants ont toujours existé. Je me souviens de l'affaire Patrick Henry. J'étais pas vieux, mais ça avait marqué tellement la France. Mais à l'époque, on ne faisait pas des marches blanches pour essayer d'apaiser la colère du peuple. C'était pas ça qui apaisait la colère du peuple. Ce qui apaisait la colère du peuple, c'était le risque que l'assassin soit guillotiné. Voilà. Alors ça, c'est très important ce que vous dites, Charles-Henri, parce qu'effectivement, aujourd'hui, non seulement on tue nos enfants, mais vraiment, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on empêche l'indignation populaire de s'exprimer. Parce qu'on lui explique que c'est mal élevé, quoi. C'est pas bien. C'est pas bien. On fait une marche blanche pour essayer d'anesthésier. Aujourd'hui, voilà, c'est la tactique de l'anesthésie. Parce qu'effectivement... De l'intimidation même.
alors de l'intimidation pour les gens les plus virulents, mais quand je parle d'anesthésie, c'est l'anesthésie des victimes. C'est le fameux pas de caméra que Manuel Valls avait dit au père d'une fille qui était morte dans l'attentat du Bataclan. C'est les conseillers ministériels qui appellent certaines victimes pour leur dire faites attention, il ne faut pas être récupéré par l'extrême droite ou par... Oui. Mais là, ma conviction, alors je n'ai aucune preuve, Ouais. hein, mais c'est précisément que la soi-disant déclaration du père de Louise lui a été prise par ce journaliste qui a peut-être, en tout cas, tenté de l'appeler à faire ce genre de déclaration C'est dégueulasse. possible. C'est possible. Mais en tout cas, voilà où je voulais en venir, c'est que il y a encore 50 ans, le peuple savait qu'il était encore défendu par la loi et par la justice. Et oui, on risquait sa tête, voilà. Eh ben moi, oui, je passe pour un affreux, épouvantable, réactionnaire, parce que je trouve que la peine de mort, c'était utile, nécessaire, et qu'on n'est pas dans une société où l'homme n'est bon. Voilà, il faut que le mal absolu, et qu'il faut qu'il y ait une justice derrière le mal absolu. Et Oui. il faut que le droit ait le dernier mot. Et surtout, Voilà. il faut montrer l'intérêt que l'on attache à la vie innocente profanée C'est ça. ou détruite. C'est ça. Jean-Yves Le Gallou et ensuite Xavier Van Lierde. On a cité l'affaire Patrick Henry, qui avait soulevé une indignation extrêmement Oui. vive dans l'opinion, Mm. mais qui s'était traduite, qui s'était conclue par la victoire de son avocat, en l'occurrence Robert Badinter, qui avait obtenu qu'il ne soit pas condamné à mort. Et le premier acte de disparition de la peine de mort en France avant son abrogation légale, c'est le procès de Patrick Henry gagné par Badinter. Badinter, c'est probablement l'homme le plus important des 40 dernières années. Pourquoi ? Parce que toute la politique judiciaire sur laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est lui qui l'a mis en place comme ministre de la Justice de 1980 à 1986, y compris la suppression de la peine de mort sans établissement d'une peine de substitution. sécurité, ouais. Et donc, il a effondré la voûte pénale de 80 à 86. En 86, il a été nommé président du Conseil constitutionnel et de 86 à 95, il a rendu impossible toutes les propositions ou projets de loi visant à limiter l'immigration. Donc l'insécurité et l'immigration, c'est le bilan de Badinter. Souvenez-vous, quand il est mort il y a 1 an, alors quand un homme meurt, il y a un temps effectivement de respect. Mais tout en respectant l'homme Badinter, qui a été un grand homme politique, tout en respectant l'homme politique, le grand homme politique, on aurait dû rappeler les conséquences catastrophiques des décisions qu'il a prises, à la fois comme ministre de la Justice et comme président du Conseil constitutionnel. Xavier Van Lierde. Voilà. Juste une Un mot, précision. Charles-Henri, oui. Juste une précision. Je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Badinter était une catastrophe pour la justice. Juste une chose, pour l'affaire Patrick Henry, ce qui a été déterminant, c'est pas tant la plaidoirie de Maître Badinter, aussi brillante soit-elle, c'est parce que l'évêque de Troyes connaissait 2 des jurés qui faisaient partie du jury. Or, il leur a téléphoné le soir même pour leur dire quand on est catholique, on ne vote pas la peine de mort. Et c'est ça qui a fait basculer le fait que Patrick Henry ait eu la tête sauvée. Ah bah ça, je l'ignore. Et ça, c'est une histoire, je peux vraiment vous garantir que c'est vrai. On vous croit. Les pires, de toute façon, sont les cathos de gauche. Quelle sale race. Xavier Van Lierde. Oui, je vais vous faire part du fait suivant, c'est que suite au terrible assassinat de la petite Louise, les villes concernées, donc en l'occurrence Longjumeau et la commune à côté, ont décidé de mettre en place une sécurisation des parcours empruntés par les élèves au sortir de l'école, et qui a même eu ce qui est présenté comme... Faudrait élargir les trottoirs. Oui, non, mais une merveilleuse initiative citoyenne, je ne sais pas, alors moi j'ignorais que ça existait, ça s'appelle des pédibus. En fait, les pédibus sont des sortes de bus, mais où il n'y a pas de véhicule. Un pédibus, c'est appeler à pied, en fait, des parents qui escortent leurs enfants. Donc ça permet de voir où nous en sommes exactement, c'est-à-dire dans un pays où des parents doivent s'organiser pour escorter leurs enfants au retour de l'école pour qu'ils puissent rejoindre leur domicile
en vie. Donc en fait, en gros, on en revient quand même à quelque chose comme si les enfants devaient traverser en rentrant de chez eux le bois du Gévaudan, si vous voulez. Hein, voilà, où on en est de l'état du pays et de la sécurité. Et ensuite, on a parlé du fait que les enfants ne pouvaient plus jouer aussi loin de chez eux qu'auparavant et voyaient donc leur liberté restreinte. Il se trouve que plusieurs études l'ont mesuré. Il y en a une qui est assez célèbre, qui était menée en Grande-Bretagne, mais on retrouve à peu près les mêmes dans d'autres pays européens, en Belgique et aux Pays-Bas notamment. Alors celle qui est un peu fondatrice et qui était donc en Angleterre, c'est que dans les années 30, le périmètre de jeu d'un enfant autour de chez lui, c'était à peu près 9 km. Ah oui. Aujourd'hui, la moyenne, c'est 300 mètres. 300 mètres, et généralement, c'est beaucoup moins, c'est-à-dire qu'il faut que les enfants soient sous le regard des parents. Alors, bien entendu, il y a tout un tas de causes qui expliquent ça, aussi l'addiction aux écrans, etc. Toujours est-il que cette affaire permet de rappeler la chose suivante. Lorsque il y a du laxisme, lorsqu'on ne se sent plus en sécurité dans l'espace public, lorsque l'espace public devient un lieu dangereux, eh bien, en réalité, on est obligé, comme dans les temps troublés, d'organiser son propre domicile comme un château fort. Ah oui. comme un château fort. Et en réalité, plus il y a de laxisme, moins il y a de liberté. Plus il y a de laxisme et moins il y a de liberté pour les honnêtes gens. Et donc la société devient invivable. La conséquence du laxisme, ce n'est pas une extension de la liberté. Le laxisme, c'est le contraire. Ça aboutit à se claquemurer et à détruire les libertés publiques pour tout un chacun, et en l'occurrence là pour les enfants. Oui, alors je Ce qu'avait très précise. bien compris Alain Perfit dans sa loi Sécurité et Liberté. Alors, Alain disons un Perfit, mot peut-être. l'ancien garde des Sceaux, Alain Perfit. Oui, mais c'était quoi cette loi? C'est la C'est la dernière loi loi sécuritaire avant l'effondrement batatarien. C'est ça. C'est Voilà. la loi 80-80, au moment où Giscard part, il y a la loi sécuritaire, sécurité, liberté, qui est détricotée, et après ça part complètement dans l'autre direction. Que la gauche s'est empressée d'abolir à son arrivée. C'est une loi côté de la sécurité, pour protéger les victimes. Ouais. Richard de 16. Alors d'abord, un auditeur nous dit « Nous suggérons aux auditeurs d'aller voir au cinéma Le Dossier Maldoror, qui, de façon romancée, est un vrai polar et traite de façon juridique, sans violence, ni scène choquante, l'affaire Dutroux. On y montre, en ellipse, les collusions entre la magistrature et le politique. Polar passionnant, indiquant la corruption de notre société. » Voilà. Ça, c'est un premier auditeur. Un autre auditeur nous dit « On aurait arrêté, dans le cadre du meurtre de Louise, une mère et son fils qui seraient SDF, originaires de Rouen. Je me suis posé la question de l'immunité familiale. Après vérification, elle ne fonctionne pas s'il y a un meurtre de mineur. » Effectivement, donc la mère ne peut pas peut être accusée d'avoir couvert le crime de son fils, puisque justement il y a eu meurtre de mineur ou en cas de terrorisme depuis 2016. Sinon, l'immunité familiale remonte à 1810 et à Napoléon. La famille encore, c'est sacré. Voilà, excellente émission. Mais je voudrais juste revenir sur un point. L'immunité familiale remonte à l'époque romaine. Voilà. Et remonte à Sylla. Voilà, mais donc après, ça avait un peu perdu. Voilà. Et il y a dans cette histoire l'idée que on ne peut pas généraliser, la gauche refuse en fait que n'importe quel fait divers puisse provoquer une quelconque réponse collective. Mais en même temps, la gauche, dans le cas de l'euthanasie, nous explique que chaque malade de la maladie de Charcot nécessite qu'on provoque une loi nouvelle qui permettrait d'euthanasier tout le monde et très largement au-delà de la maladie de Charcot. Donc là, une fois de plus, il y a toujours ce paradoxe de on ne peut pas faire une règle d'un cas particulier, mais en revanche, si je décide qu'un cas particulier vaut ma règle générale, là en revanche, je peux prendre ce cas particulier, le mettre sous les projecteurs, le mettre en haut du podium et convoquer tous les orchestres autour pour faire en sorte que le bruit le plus vacarmeux soit fait autour de ce cas particulier qui, brusquement, prend une valeur d'exemple probant. Jean-Yves Le Gallou. Exact. Je voudrais juste préciser une anecdote par rapport à ce qui a été dit sur le fait qu'on construit des barrières, des châteaux forts, etc. C'est quand on regarde la carte de l'endroit où a eu lieu la disparition de la petite fille, il y a tout un quartier qui est replié sur lui-même. Un quartier pavillonnaire où il y a tout est fait pour qu'on rentre par un endroit et qu'ensuite le reste, c'est pas tout à fait des palissades, mais presque. Donc il y a déjà une protection du quartier vis-à-vis de l'extérieur. C'est fascinant ça. Mais ça se fait dans beaucoup d'endroits.
Ça se fait dans beaucoup d'endroits. Il suffit de voir comment sont construits les nouveaux quartiers. Vous avez au moins 2 portails publics et après une porte pour l'immeuble et encore évidemment la porte de l'appartement. Moi, je me souviens que mes grands-parents, c'est comme dans le film Viager, ils fermaient à peine la porte et ils mettaient la clé au-dessus de la porte sur un clou que tout le monde pouvait voir. Bon, aujourd'hui, ce serait impossible. Ça serait maladroit, oui. Xavier, un mot Oui, pour ben, conclure. une société en voie de déliquescence comme la nôtre voit déjà se multiplier les portes à digicode, les barrières à l'entrée de tel ou tel lotissement. Moins il y a de frontières extérieures, moins on est capable de faire régner l'ordre. Et puis, plus chacun essaye, et c'est bien naturel, de se construire sa propre bulle. Sa propre forteresse, oui. Sa propre forteresse, sa propre bulle de protection. sécurité. De sécurité, Mais oui. l'idéal serait toutefois que l'ordre public règne de façon à ce qu'on retrouve ces libertés perdues. Et ça, c'est un autre point, c'est qu'à chaque fois qu'on a une histoire comme celle-ci, il y a certes la volonté d'en faire un simple fait divers ou de le ramener à l'intime, mais il y a aussi cette sorte de vice qui consiste à vouloir trouver des solutions techniques à un problème qui est de l'ordre du politique. Alors, donc, malheureusement, je dirais que... On fait des pédibus, on rajoute des patrouilles de gendarmerie, on met des digicodes, on dit qu'on va mettre une barrière en plus, etc., etc., ou de la vidéosurveillance. Et en réalité, on ne traite que les conséquences. Alors, l'ennui, alors déjà pour revenir sur la question de la généralisation à un phénomène politique, c'est qu'à un moment donné, l'accumulation des faits divers devient un phénomène, la quantité devient la qualité, parce que ça devient irréfutable de le nier. Et concernant... Alors, j'ai un peu de compréhension pour les pauvres gens qui font le pédibus ou je ne sais quoi, parce que sincèrement, on en vient à se dire, comme on est seul, livré à l'arbitraire des voyous, et qu'on sait d'avance que l'État ne fera rien pour nous, forcément, on en arrive à avoir des pis-aller, à avoir des solutions de secours. Je sais, par exemple, que les étudiants, aujourd'hui, ne vont presque plus en boîte. Les boîtes de nuit, c'est un phénomène... J'ai découvert ça récemment. Moi, je ne suis jamais allé, mais je découvre que c'est un phénomène en voie d'extinction. Seuls, en gros, les racailles vont encore en boîte de nuit, parce que les jeunes étudiants normaux, en fait, font des fêtes désormais privées chez eux, pour ne plus se faire agresser, ne pas se faire dépouiller, ne pas se faire violer, etc. Jusqu'à ce que l'État leur impose la diversité chez eux. Oui, c'est ça. Bah oui, hélas. Je sais plus. Parce que c'est un peu facho déjà de mettre une serrure à sa porte et vrai. de préserver la frontière de son appartement. Comme si on n'avait pas confiance. Quand un État fait tomber les frontières, vous créez vos propres frontières. Exactement. C'est ça. Alors, mais sur ces aspects techniques, en fait... En 2 secondes, Xavier, parce qu'il faut qu'on passe au sujet suivant. Je cite Renaud Camus, « Nous ne voulons pas sécuriser l'enfer, nous voulons retrouver la civilisation ». Voilà. Je crois que c'était à peu près ça. C'est très très bon, effectivement. Corentin ? C'est un très beau mot de la fin, donc je ne sais pas si je rebondis sur ça. Mais finalement, on se rend compte de ce qu'on a perdu quand on va à l'étranger. Et moi, j'ai vécu 2 ans à Budapest pour mes études. Je suis diplômé d'université hongroise. Et c'est vrai que ces 2 années-là ont été extraordinaires parce que j'ai redécouvert ce que notre société a perdu, c'est-à-dire une société dans laquelle il y a des policiers dans la rue qui font en sorte que vous pouvez sortir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit sans risque, notamment mes amis avec qui j'y étais, les filles qui rentraient tard le soir parfois, sans jamais s'inquiéter de leur sécurité, ce qui est parfaitement impossible. Moi, j'ai plein d'amis qui, le soir, rentrent uniquement en taxi parce qu'elles n'oseraient absolument plus prendre le métro. Donc, c'est vrai qu'on a perdu un confort de vie et finalement, on s'y habitue. C'est dommage de s'y habituer. Et c'est terrifiant parce que dans notre société soi-disant libertaire, soi-disant ouverte, soi-disant tolérante, un sentiment a disparu qui est l'insouciance. C'est-à-dire que l'insouciance a authentiquement disparu des mentalités des plus jeunes. Jean-Yves Arnaud, pour conclure. Oui, je voulais vous demander, vous savez pourquoi il n'y a pas de policiers dans la rue ? Parce qu'il n'y a pas de moyens. Non, parce qu'ils font de la paperasse. Ah aussi, c'est vrai. En raison des procédures de plus en plus complexes, parce que le code pénal et le code des procédures pénales, ils ont doublé ou triplé de volume en 40 ans. Et on n'a pas doublé ou triplé les effectifs des forces de l'ordre. Et donc, pourquoi ils ne sont pas dans la rue ? Ils remplissent des papiers. Oui. Ils sont d'ailleurs obligés de le faire. Généralement, ils remplissent des papiers, en plus, avec des logiciels et des bécanes pas rapides. Mais enfin, passons. Allez, on va prendre un sujet un peu plus léger maintenant. Ce sont les villas de rêve à Gaza. Donc, Donald Trump nous propose d'acheter. Donc, mardi dernier, Donald Trump a évoqué l'idée que les États-Unis pourraient prendre le contrôle de la bande de Gaza, je cite,
pour reconstruire et transformer le territoire palestinien en laissant entendre que les habitants pourraient avoir une vie meilleure, mais ailleurs. Donc, en présence de Benyamin Netanyahou, il a déclaré ce qui suit. Il faut tirer les leçons de l'histoire. L'histoire ne peut pas continuer à se répéter. On ne peut pas revenir en arrière où tout finira de la même manière que depuis 100 ans. Alors, c'est pas 100 ans, c'est 75, mais bon, c'est un Américain, donc on lui laisse le bénéfice sur la chronologie hasardeuse. Et il dit, au lieu de recommencer comme avant, les États-Unis prendront le contrôle de la bande de Gaza, nous désamorcerons les bombes non explosées et les autres munitions présentes dans la zone, nous nivellerons les lieux et nous débarrasserons les bâtiments détruits, puis nous allons relancer le développement économique qui fournira un nombre illimité d'emplois et de logements pour les habitants de la région. Je ne pense pas que les gens devraient retourner à Gaza. La seule raison pour laquelle les Palestiniens veulent retourner à Gaza, c'est qu'ils n'ont pas d'autre choix. C'est un champ de ruines. Pratiquement tout est détruit. Ils vivent dans les gravats, ce qui est très dangereux et très précaire. Donc, il vous le déconseille formellement. Ne faites pas ça. Et il dit, voilà, donc, si nous pouvons obtenir une belle région pour réinstaller ces gens de façon permanente dans de belles maisons où ils peuvent être heureux et se faire tuer, ce serait formidable. Ces gens qui ont subi ces destructions pourraient vivre en paix, dans une situation bien meilleure. Ce sera merveilleux pour les Palestiniens. Et une fois le terrain nettoyé, on pourrait rebâtir une fantastique Riviera du Proche-Orient. Netanyahou était enchanté. Pourquoi ça vous fait rire, étant donné que c'est un monsieur qui a fait sa fortune sur l'immobilier? Ben oui. Pourquoi voulez-vous qu'il fasse autre chose que de l'immobilier? Ben, c'est un peu ça. En tout cas, Benyamin Netanyahou était enchanté, le Hamas l'est beaucoup moins. Et vous? Alors, Charles-Henri Deslois, est-ce que vous avez envie d'une villa sur la bande de Gaza? Eh ben, pourquoi pas. Ah bon. Après tout, c'est comme ça que s'en est sorti Dubaï et beaucoup de villes où il y avait que du sable. Bon, bah là, il y a des. Mais là, il n'y a pas que du sable. Là, il y a des ossements, il y a des gens. Oui. Mais vous savez, s'il y a de l'argent à faire, ils seront d'accord. Hein, si c'est eux qui gèrent les grands hôtels. Comment? Pas certain que les Palestiniens soient d'accord. En tout cas, là, ils ont l'air d'exprimer une certaine... Mais non, mais même pas le Hamas. Les Palestiniens de base. Oui, le Palestinien de base n'est pas d'accord. Oui. En plus, si pour le moment, il n'y a pas de Riviera à Gaza, c'est aussi tout simplement à cause du blocus que Israël a mis en place. C'est-à-dire, rien n'empêchait les Palestiniens de profiter du front de mer, sinon les Israéliens qui empêchaient tout. Voilà, il faut quand même. Évidemment, mais je pense que les Américains vont s'entendre avec Israël. C'est sûr et certain. Et puis, il y a quelque chose d'absolument scandaleux dans la position du président Trump, c'est qu'il a expliqué qu'on pouvait déplacer les populations palestiniennes en disant, tiens, les Jordaniens et les Égyptiens n'ont qu'à les prendre. Ils ne les ont pas pris au plus fort de la guerre pendant que les bombes américaines que les Américains se proposent d'enlever étaient en train de pleuvoir sur Gaza, puisque donc ce sont les Américains qui ont armé les Israéliens. Et on pourrait faire en sorte de te retrouver ailleurs des terrains, peut-être plusieurs terrains. Il est en train de réinventer les réserves américaines, le gros enflé. Exactement, les Américains ils sont habitués d'un déplacement de population, ils ont fait ça pendant 100 ans avec les Indiens. Et donc pour lui, le monde est en fait une espèce de monopoly géant où, où Trump, avec son chapeau haute forme à 8 reflets, est en train d'expliquer que je mets un paquet de dollars sur la table et je prends Gaza et je le file à mon beau-fils. Il a fait ses études à Dubaï, il va refaire le coup, et pendant ce temps-là, on éparpille les Palestiniens façon puzzle, comme on a parqué les Indiens. Mais ce type est un malade mental complet. Et en plus, Netanyahou est en train d'applaudir des deux pieds et des deux mains, en train d'expliquer oui, c'est une solution intéressante. Effectivement, on n'avait pas du tout pensé en rasant Gaza que ce serait devenu un peu insalubre. Et donc là, oui, en fait, c'est une solution parfaitement rationnelle. Et d'ailleurs, je pense qu'on va continuer à flinguer du palos à peu près partout. Et d'ailleurs, on a continué en Cisjordanie. Et donc, si jamais les États-Unis ont envie de choper la Cisjordanie en plus du reste, pourquoi pas? Dès qu'il y a des solutions pratico-pratiques... Richard n'est pas d'accord. C'est bien français, ça, de mettre des bâtons dans les roues à des hommes d'action. Corentin Dugas, vous avez vécu en Palestine, vous? Avant ou après la Hongrie? Avant Trump. Avant. J'ai eu la chance d'aller 3 fois en volontariat là-bas, dans un home qui est tenu par des religieuses catholiques. Et c'est d'ailleurs là-bas que je me suis converti, d'ailleurs. C'est une autre histoire, mais ce sera pour une autre fois. Non, en fait, en réalité, ça fait bien 100 ans. Il a raison, puisque
l'absurdité de l'histoire du peuple d'Israël et de la Palestine date de la déclaration de Balfour, quand on leur a promis la terre. Bien sûr, mais c'est là que tout commence. C'est-à-dire qu'on a quand même un accord qui dit on vous promet une terre qui ne nous appartient pas, qui ne vous appartient pas, mais on va vous la donner. Et à partir de ce moment-là, quand vous promettez une terre à une autre population qui ne vous appartient pas et qui n'appartient pas à la population en l'occurrence, ça nécessite forcément à un moment donné de faire déménager ceux qui sont sur cette terre ou de les forcer à vous accueillir pour que les populations puissent s'installer. Et quand vous allez aujourd'hui en Terre Sainte, c'est très intéressant parce que la première fois où j'y suis allé, pour passer dans la frontière palestinienne, il y avait des checkpoints très stricts. Donc il fallait attendre plusieurs heures dans sa bagnole et puis ensuite on passait les checkpoints, on montrait nos visas israéliens et puis il y avait vraiment des barrières et puis ensuite il y avait des policiers palestiniens de l'autre côté qui vous accueillaient, etc. Et puis les autres fois où j'y suis allé beaucoup plus récemment, en fait ces checkpoints sont devenus quasiment inutiles parce que qu'est-ce qu'ils ont fait côté palestinien ? Ils ont plus ou moins parqué les Palestiniens dans des villes qui sont entourées de palissades avec des panneaux à l'entrée sur lesquels il est écrit en hébreu et en anglais « Attention, parce qu'à partir de ce panneau-là, votre sécurité n'est plus assurée, mais vous êtes déjà en Palestine, en fait. » Et donc, vous circulez sur un territoire qui ne leur appartient pas, mais qui est sécurisé déjà par Israël, dont les frontières avec la Jordanie sont protégées par Israël. Et puis, quand vous allez le long de la mer Morte, il y a déjà des hôtels. Ils ont déjà fait la Riviera côté de la mer Morte. Vous avez des hôtels, vous avez un McDonald's, vous avez des boutiques de luxe climatisées, alors que vous êtes côté palestinien, en théorie. Et donc, depuis la construction... C'est ce qu'on appelle dans les territoires occupés, en fait. Dans les territoires occupés, tout à fait. Et les territoires disputés, comme le disent avec beaucoup de pudeur nos amis israéliens. Mais à la base, il devait y avoir une frontière. Et cette frontière devait être respectée. Ils ne l'ont pas respectée en construisant un mur qui va bien au-delà de la frontière théorique. Ils ne l'ont pas respectée non plus en ne respectant pas le statut international de Jérusalem, parce qu'à la base, Jérusalem devait garder un statut particulier, étant une ville sainte pour les trois religions. L'accès devait être permis pour les Palestiniens, parce que même s'il n'y a pas que des musulmans, il y a une majorité de musulmans, et comme c'est une des trois villes les plus importantes dans leur religion, normalement l'accès devait être préservé pour eux aussi facilement, et ils n'ont pas respecté tout cela. Donc évidemment, aujourd'hui, on vous montre des vidéos des terroristes du Hamas qui ont fait des choses atroces. Et bien évidemment que je condamne c'est ça, mais ils s'en servent aujourd'hui pour nous expliquer que bien sûr, oui. demain... 70 ans de politique. Voilà pourquoi on se bat depuis tant d'années. Parce qu'en face, nous avons des animaux qui nous assassinent, qui nous traitent comme des chiens. Et donc, si on ne les extermine pas, en gros, on ne gagnera jamais cette guerre. Et là, Trump je me permets d'interrompre Corentin pour dire que tout ce qu'il vient de dire et qui pourrait paraître excessif et de son opinion personnelle sont en fait un collage de citations de l'ensemble du gouvernement israélien. Le ministre de la Défense a effectivement traité les Palestiniens d'animaux. Le ministre de la Défense a effectivement expliqué qu'il menait une guerre où il s'agissait d'éliminer le peuple palestinien. Autrement dit, ce ne sont pas des outrances propres au Corentin, ce sont des citations officielles du gouvernement israélien. Oui, tout à fait. Et en fait, le drame de tout ça, c'est que Trump arrive et il explique qu'ils ont raison de penser ce qu'ils pensent, c'est-à-dire qu'en face, il n'y a que des ennemis et que des animaux, parmi lesquels il y a quand même un certain nombre de communautés chrétiennes, catholiques, orthodoxes qui vivent sur place, donc il n'y a pas que des musulmans, et que ce qu'on a commencé à faire à partir du traité de Balfour, on a promis cette terre, on va l'achever désormais, c'est-à-dire qu'on va proposer à ces populations-là de dégager. Alors, je ne sais pas où elles vont aller, mais on va leur proposer autre chose. On va peut-être négocier, on va peut-être faire un accord de Balfour pour déplacer les Palestiniens sur une autre terre. Et en fait, ce qui est dramatique dans tout ça, c'est que jamais personne ne va entendre, encore une fois, c'est la voix de ceux qui sont sur place et qui vivent une injustice qui est quand même terrible. C'est-à-dire qu'on leur vole une terre, et en plus, désormais, on va leur expliquer qu'ils ne sont plus chez eux. Ouais. Alors, il y a quelque chose de fascinant dans la politique israélienne qu'il faut, je fais une toute petite parenthèse, mais qui me semble important de rappeler, c'est leur lien profond avec leur religion, et notamment avec le Talmud. Parce que, par exemple, ils font la guerre avec une indifférence totale à la fin du monde, parce qu'après tout, c'est pas si mal si la fin du monde arrive, ça accélérera les événements divins qui doivent survenir. Mais quand ils parlent d'animaux, c'est pas par hasard, c'est pas comme nous on dirait c'est un salopard ou je ne sais quoi. C'est parce que dans le Talmud, il est quand même précisé que les non-juifs valent moins que des animaux. Et c'est pas anodin en fait. Et il les compare à moins que des ânes, je crois.
si je me souviens bien de mon Talmud. Donc, Moi, je voudrais quitter Xavier Van le Lier. Talmud pour revenir à l'Amérique, parce qu'après Ouais. tout, c'est pas Netanyahou qui a OPTP. proposé de faire de Gaza une Riviera. Mais c'est assez important parce que ce qui est fascinant dans l'histoire des États-Unis d'Amérique, c'est que ils sont réellement un empire libéral. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, un impérialisme européen, ça prend le contrôle politique d'un espace pour l'organiser selon des règles politiques. Ça peut n'être pas sympathique pour les coloniser, mais dans l'esprit américain, en fait, on s'empare d'un espace, on le libère d'une force précédente politique pour ensuite considérer que c'est un espace de marché. Et donc, c'est comme ça que ça a été fait d'ailleurs. Enfin, on chasse les Indiens et les terres deviennent libres pour le marché. De la même façon, je crois que c'est Guam ou les Philippines, on chasse les puissances coloniales européennes, et ensuite on en fait une sorte d'espace où le libre marché va s'organiser, mais le libre marché sous domination américaine. Et donc en fait cette et vision... on achète l'Alaska, et on achète la Louisiane, et on veut acheter donc, le maintenant on parle Groenland. de racheter, oui, et l'Alaska, et maintenant le Groenland, etc. Et donc cette vision immobilière de la géopolitique et des espaces n'est pas propre à Trump. Là, tout le monde s'excite parce que Trump Le formalise à sa manière. Il exprime avec peu de précaution. Mais en réalité, la manière de faire de Trump aujourd'hui et ses déclarations un peu invraisemblables sur Gaza, ce n'est ni plus ni moins qu'une sorte d'acmé de l'histoire des États-Unis d'Amérique et de leur façon de gérer les autres espaces qui ne sont pas des espaces d'histoire. Il n'y a pas de peuple qui hérite d'une terre ni de quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on est très loin du Talmud, de l'idée de savoir si ça appartient à Israël ou aux Palestiniens. C'est juste une opportunity to make something. A Riviera, you know what? With a resort. Ah mais on est à Radio Courtoisie. Voilà, oui, mais sur Radio Courtoisie, on a le droit de se moquer des anglo-saxons. Des anglo-saxons, bien sûr. Je pense d'ailleurs C'est qu'il faut justice. continuer à dire, par exemple, fast-food pour la bouffe de merde, il faut l'appeler fast-food d'un anglo-saxon. Et là, de la même façon, à l'évidence, Trump s'inscrit dans l'histoire américaine. Alors évidemment, la gauche, cette fois, peut critiquer parce que c'est le monstre, et donc on va le désigner, et on va faire croire qu'il est une sorte de chose bizarre qui serait née. Pas du tout. Non, ça, c'est la vrai. droite ligne de la façon dont les États-Unis gèrent et voient le monde. Jean-Yves Le Gallou sur... non, Alors, un auditeur de Radio un Courtoisie... procès à la fois. Un auditeur de Radio Courtoisie nous dit qu'un politicien israélien avait proposé il y a un an d'installer les Palestiniens en Europe. D'ailleurs, l'un des ministres de Netanyahou vient de dire que ceux qui critiquent la proposition de Trump n'ont qu'à accueillir les Palestiniens chez eux, notamment en parlant des Italiens, en disant « Et si les Italiens ne veulent pas, ça prouvera que ce sont des traîtres. » Et cet auditeur poursuit en disant « Nous n'avons pas entendu que M. Trump ait proposé d'accueillir le peuple martyr palestinien aux États-Unis, où il y a beaucoup d'espace. Par exemple, en Californie, qui est une large bande de Gaza en bordure d'océan. » Et donc, voilà, donc je trouve la proposition excellente. Effectivement, Trump pourrait faire une véritable riviera en Californie avec une main-d'œuvre pas chère. Voilà, et qui serait extrêmement reconnaissante de pouvoir bénéficier de ce climat-là. Eh ben, faut le proposer à Elon Musk sur X. Est-ce qu'on en a fini avec ce sujet? C'est bon. Alors, on va passer à la suite. Il nous reste très peu de temps, donc je vous propose de parler du grand nettoyage américain la semaine prochaine, et là de nous concentrer sur la farine d'insectes, parce que c'est quand même assez rigolo. Le 20 janvier dernier, donc, l'Union européenne a autorisé la mise sur le marché d'aliments à base de poudre de larves de Tenebrio molitor, aussi appelé ver de farine. À partir du 10 février, c'est-à-dire aujourd'hui pour ceux qui écoutent en direct, cette poudre de larve traitée aux ultraviolets sera considérée comme un aliment. En clair, elle pourra donc être incorporée, je cite, dans un certain nombre de produits alimentaires, c'est quand même assez flou, comme le pain, les fromages, les pâtes ou encore les gâteaux. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre l'idée de manger ces farines d'insectes, donc de Tenebrio molitor? Je pense, Jean-Yves Le Gallou. je pense qu'on en a mangé depuis très longtemps, puisque dans la farine, dès qu'il n'y avait pas un entretien absolument parfait, il y avait forcément des insectes dedans. Donc je pense qu'on a dû manger petits des insectes dans la farine, voilà. Oui, ça nous est tous Donc, arrivé ça de vous manger va un continuer. asticot dans le fromage. Hein. Oui. Oui. Donc pour? Non, je suis pas pour, mais non, honnêtement, j'ai pas étudié le sujet. J'aurais dû, puisque je savais qu'il allait être abordé. Est-ce que ça vous fait envie?
Non, alors quand j'ai vu l'info, j'ai hésité à la relayer parce que je me suis dit c'est pas possible. Parce que c'est si. possible. C'est l'Europe, cher monsieur. Mais Alors, je vais vous dire ce que c'est que le choc de simplification. Ah, Ça a consisté. il n'est jamais trop tard pour simplifier. Non, mais j'ai de la suite dans les idées. Moi. Ça a consisté, vous savez à quoi faire? Eh bien, à permettre aux gens de faire quelques formalités sur Internet, mais ça c'est très bien. Mais ce qu'ils ont oublié de dire, c'est que parallèlement, ils supprimaient tous les guichets. C'est ça le choc de simplification. Et ça, je l'ai vécu dans ma ville et tous les guichets sont supprimés. Vous ne pouvez plus aller à la préfecture ou à la sous-préfecture pour faire une carte grise. C'est devenu kafkaïen parce que les sites sont mal foutus. Ça vous oblige à prévoir longtemps à l'avance pour faire votre passeport parce que comme on ne peut plus... tout est centralisé dans les préfectures, mais il n'y a pas assez de machines. Enfin, c'est devenu très, très complexe. En fait, le choc de simplification a compliqué énormément les formalités administratives parce que vous ne trouvez plus un être humain pour vous expliquer. Résultat, vous vous débrouillez avec votre pauvre ordinateur quand vous en avez un qui fonctionne. Et puis, et que vous savez vous en servir. Et vous allez vous en servir, merci Richard. Je ne suis pas tout seul. Et résultat, il y a plein de gens qui sont laissés pour compte parce qu'ils ne peuvent plus vivre normalement. Bon, c'était plein d'à propos. Et c'est très important. Oui, mais on pourrait en parler la semaine prochaine. La France Tout à fait. Et longuement. Là, on parlait des verres de farine. Il y a des verres qui s'introduisent là-dedans. Le verre est dans le fruit, monsieur. Le verre est dans le fruit. Il retombe sur ses pieds. Il y a des verres informatiques. Il y a des verres informatiques. Il y a des petits virus. Et je vais vous dire une chose, mon père, il disait les petites bêtes ne mangent pas les grosses, alors que si, parce que les fourmis, ça bouffe tout, mais c'est surtout qu'il disait, un peu de viande dans ta soupe, ça ne va pas te faire de mal. Donc les farines, insectes... Attention. Xavier Absolument pas d'accord. Alors je vais aborder la chose non pas sous un angle sanitaire, mais en fait derrière cette histoire d'insectes. Il y a quand même une question sanitaire. Hein, parce que oui, et non, éventuellement, mais j'ai dit, moi je ne l'aborde pas selon l'angle sanitaire, car en réalité, ce que ça signifie, c'est la réduction du repas à une série de dosages entre protéines, lipides et autres. Et on nous explique que pour le bien de la planète, on va trouver des sources alternatives à la viande. Oui. Et donc, c'est une vision complètement techno-managériale du repas. Or, il se trouve que le repas, c'est aussi la culture, c'est aussi une identité, c'est un moment partagé ensemble, mais aussi avec ceux qui nous ont précédés. Le repas, la gastronomie, on l'a hérité. Et là, on a un certain nombre de gens qui viennent nous dire pas besoin de saucisses, pas besoin de côte de bœuf, pas besoin du petit plat de poisson du dimanche, pas besoin du poulet du dimanche. Ton repas, en fait, c'est d'avoir 20% de lipides, X% de protéines, etc. Des capsules. Si tu fais ça, même si c'est en petits sachets, ça se passera très très bien. Et donc, il y a une sorte de prise de contrôle du repas et de ce moment culturel, identitaire, par une bande de technocrates qui vont ensuite en profiter pour remodeler, parce qu'au fond, une des tentations terribles des superstructures qui nous font tant de mal, que ce soit l'Union européenne, mais aussi toute une tas de bureaucraties et d'entreprises privées, c'est de déstructurer les filières et les habitudes habituelles qui nous permettaient de nous repérer dans un monde bienveillant où on était bien, pour en faire quelque chose de technocratique, de froid et donc de hors-sol, qu'on peut reproduire ici ou là sans aucun problème. Donc il faut, je pense, dire non à ces histoires de verre, parce qu'ensuite on vous dira plus besoin de bœuf, plus besoin de ceci, parce qu'en fait tes protéines tu les as déjà eues dans ton et ça prépare aussi la viande artificielle. Il nous reste 2 minutes, 1 minute chacun, si vous voulez, Richard et Corentin. Bon très rapidement, effectivement, on en vient au point du capitalisme et d'un libéralisme effréné. Et sur le sujet du choc de simplification, moi je pense à une anecdote avec la Poste, où avant le facteur avait un rôle social extrêmement important, notamment au niveau des personnes qui étaient isolées, où ils s'arrêtaient, ils prenaient le café, etc. Et puis petit à petit, on a mis la pression au facteur pour que ça aille plus vite, et on a remplacé quelque chose qui était gratuit par un service que maintenant la Poste offre, qu'on peut payer pour que le facteur passe un peu plus de temps avec les aînés, etc. Et donc, au fur et à mesure,
on simplifie, on vire des personnes en se disant il faut qu'on gagne en efficacité, il faut qu'on gagne de l'argent, et ça se reproduit maintenant sur les repas. Effectivement, il faut gagner en efficacité, et donc on ne prend même plus le temps de s'asseoir le midi pour déjeuner, pour faire une pause, mais on va manger des aliments extrêmement condensés et préparés, rapides à manger, qui vont apporter juste ce qu'il faut pour rester en vie et finir jusqu'au soir. Donc, finalement, tous les sujets qu'on vient d'aborder se réunissent sous la même chose, c'est qu'on gagne en efficacité, on gagne de l'argent, mais à la fin, on vit dans une société dans laquelle personne n'a envie de vivre. Oui, c'est ça. Richard, en une minute, si vous avez un mot à ajouter à tout ce qu'on vient de dire. D'une part, l'Union européenne explique que si elle privilégie les insectes, c'est pour économiser la viande, autrement dit, et afin de promouvoir une politique climatique. Donc, une fois de plus, on se retrouve à manger des asticots uniquement parce que voilà, il faut protéger le climat. Et protéger le climat, ça signifie détruire la filière bovine, dont la filière française. Et par ailleurs, cette protéine d'insecte peut présenter des risques puisqu'elle peut potentiellement, c'est une citation, entraîner des réactions allergiques chez les sujets souffrant d'allergies préexistantes aux crustacés, aux acariens et aux mollusques. Donc, autrement dit, en plus, il va falloir avoir un étiquetage supplémentaire pour que tous ceux qui ont déjà l'habitude de ne pas supporter, à juste titre ou non, les moules, les huîtres et les praires, ne soient pas exposés à quelque chose qui pourrait être pire encore. Voilà, et c'est la mort de l'élevage. Alors, c'est la fin aussi de cette émission. Merci à tous d'être venus. Merci, chers auditeurs. Merci, Richard Dessèze, Corentin Dugas, Xavier Van Liert, Charles-Henri Deslois, Jean-Yves Le Gallou. Merci à Virginie aux manettes, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la réinformation.